dans le concret avec, pour cette première table ronde sur les régions relais de l'État stratège et leur place dans la réforme territoriale. J'appelle pour animer cette table ronde avec moi Michel Guignot, Bertrand Dutheil de la Rochère, Joris Ebrard et Éric Richard-Moz. Bien, donc je vous présente rapidement nos intervenants. Donc Michel Guignot qui animera cette table ronde, qui est président du groupe FN au Conseil régional de Picardie et également président du groupe FN au Conseil départemental de l'Oise. Il est également délégué national à la formation au Front National et a formé beaucoup de nos candidats d'ailleurs aux dernières élections. On l'a vu aller dans beaucoup de régions pour le faire et nous l'en remercions tous. Bertrand Dutheil de la Rochère, qui est président donc, de Patrie et Citoyenneté, trésorier du Rassemblement Bleu Marine. À ses côtés, Éric Richard-Moz, qui est secrétaire général du collectif Nouvelle Écologie. Et à mes côtés, Joris Ebrard, maire du Pont-Terre et élu triomphalement. Départemental de Vaucluse. Je précise pour être tout à fait complet qu'en même temps se déroulent deux autres tables rondes au Palais des Arts, donc en face de ce palais des événements. Les régions au service de votre santé, une table ronde animée par Joël Mélin avec également Mireille Tornano, Pierre Delacroix et salle Eutimène, donc département et région, synergie et complémentarité, une table ronde dirigée par Jacques Colombier avec également Hervé Delépinot et Christopher Zurek. Voilà, Michel. Et puis bien sûr, celui que vous connaissez tous, Julien Sanchez, maire de Beaucaire, conseiller régional, Oui, alors chers amis, nous avons à traiter en fait un sujet vaste et dont tout le monde a entendu parler depuis un certain nombre de mois. Ces mots de réforme territoriale sont revenus de manière presque journalière, un petit peu moins maintenant parce que je crois qu'il y a quelques problèmes au niveau de l'immigration ces derniers temps, donc on en parle un petit peu moins, mais cette réforme territoriale, effectivement... Oui, pardon, merci. Cette réforme territoriale est évidemment une chose qui a été présentée de manière un petit peu particulière. Permettez-moi rapidement d'en faire le tour avec vous, puisque je crois qu'aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet donc, de ces élections régionales, et nous sommes pour certains déjà en campagne. Cette prétendue grande réforme annoncée à grand renfort de trompettes médiatiques par le gouvernement PS, mais surtout par François Hollande, au moment, là aussi on peut se poser des questions, où sa cote de popularité, c'était en juin 2014, si ma mémoire est exacte, était presque au plus bas, puisqu'elle était, j'ai vérifié, que de 16%. Le Parti Socialiste et les amis de M. Hollande venaient de se prendre deux raclées électorales. Tout ce qu'il entreprenait, mais enfin ça on a l'habitude, tombait à l'eau, ne fonctionnait pas, et ils ont eu cette espèce d'idée géniale de dire voilà, on va réformer la France. François Hollande souhaitant rester dans l'histoire de France, paraît-il d'ailleurs, après son entourage, comme le président réformateur, comme Mitterrand avait été le président constructeur, si je puis dire, notamment de la pyramide du Louvre ou de la grande bibliothèque. C'est donc une obsession chez lui, il veut réformer, alors avec un certain nombre d'effets bien entendu néfastes. Cette réforme répond, n'en doutez pas, aux injonctions de l'Europe, bien entendu. Et elle s'est révélée un véritable coup de force mené dans la précipitation et l'amateurisme, comme on a pu le voir. Pour ceux qui ont participé à des débats, nous avons été tout de même invités à l'Assemblée nationale pour pouvoir donner, ceux qui représentaient le Front National, l'avis du Front National, mais tout était déjà inscrit, écrit, verrouillé, bien entendu, vous pouvez l'imaginer. Mais là aussi, ça a mis comment dirais-je, en lumière cette volonté quasiment dictatoriale
du gouvernement socialiste, qui souvent a à la bouche que le mot démocratie, démocratie participative. Alors pour qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas pour le peuple français, puisque notamment Marine Le Pen avait réclamé, comme nous l'avons tous fait dans nos régions, un référendum, puisqu'il s'agissait de changer la totalité de l'organisation de la France dans les territoires. Les Français pouvaient tout de même donner leur avis. Ce n'était pas quelque chose de banal. Et je me souviens de la réponse d'une des vice-présidentes socialistes du Conseil régional de Picardie, me disant au détour d'un couloir, mais enfin, t'as vu comment votent les Français? La messe était dite, effectivement, c'est plus possible. Si les Français se mettent à voter Front National et répondent non quand on veut qu'ils répondent oui, évidemment, ça ne va plus. Ce grand projet, donc on a refusé au peuple français de s'exprimer par un référendum. Vous allez me dire, Sarkozy lui-même s'est gentiment assis sur le dernier référendum où les Français ne lui avaient pas donné raison. Ce grand projet fut d'abord présenté comme une modernisation du pays. Il fallait mettre la France à l'heure de l'Europe de Bruxelles, mettre à la France, paraît-il, nous étions en retard dans l'organisation. Il fallait surtout mettre le pays à l'heure du modèle, paraît-il, des régions allemandes, l'Allemagne étant devenue maintenant la référence. D'ailleurs, même la taille des régions allemandes n'est pas forcément, certaines régions allemandes, regardez la Bavière, d'autres ne sont pas plus grandes que les régions françaises. Elles ont d'autres compétences. Les économies financières furent le second prétexte. On l'a tous entendu, ça commençait déjà du temps d'Ortefeu. L'estimation faite au pifomètre par un secrétaire d'État socialiste qui s'appelle Vanille, il s'appelle toujours Vanille, au départ, il a parlé de 10 milliards d'euros d'économies entre 5 et 10 ans. Puis comme ils ont dû trouver que ça ne faisait pas assez sérieux, ils ont parlé de 15 et jusqu'à 25. Si on attendait un peu, on arriverait à 60 ou 80. On sait très bien ce qu'il en est. Tout ça ne reposait sur rien, n'était qu'une tartufferie de plus de la part des socialistes. La modernisation de la vie publique, la solidarité des territoires, la simplification et la clarification des compétences des différentes collectivités locales, les EPCI, furent quelques-uns des autres fallacieux prétextes. Comme on pouvait aisément s'y attendre, mais ça, les Français, en tout cas ceux qui s'intéressent à la politique du pays, comment dirais-je, ne sont pas étonnés, eh bien, avec un gouvernement socialiste, la montagne a accouché d'une souris. La loi promulguée le 7 août dernier, c'est pas vieux, hein, on est même en plein dans l'actualité, publiée au journal officiel, ça a été bien sûr très rapide, le lendemain, le 8 août, se révèle une usine à produire des mégots. Voilà. Voyons ensemble, d'ailleurs, si vous permettez, ce qui reste, et rapidement, de manière synthétique, sans entrer dans le détail, voyons ce qui reste visuellement de cette grande réforme territoriale qui comprend 3 volets. Le premier volet fut la loi relative à la délimitation des régions, dont vous avez derrière moi l'illustration. Ce volet était aussi consacré à la mise en place d'un autre système régional, bien entendu. C'est là d'ailleurs qu'on a découvert qu'il n'allait pas réduire le nombre d'élus, puisque ça grinçait le Parti Socialiste. Vu la déculottée qu'ils vont prendre, à mon avis, au mois de décembre, il fallait essayer de sauver quelques postes, ils vont déjà tout perdre. Il fallait bien essayer quand même de sauver quelques élus. Et puis également la mise en place du nouveau système des élections dites départementales, l'ex-conseil général, et puis le calendrier électoral. Le second volet fut la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Là, on ne parle plus, mais vous allez voir dans ce que nous allons évoquer, pour ceux qui sont concernés par les métropoles, vous allez voir qu'il va y avoir de gros changements dans votre vie quotidienne et qu'un certain nombre de choses vont être assez difficiles à appréhender. C'est la loi dont vous avez entendu parler, l'abréviation MAPTAM. Voilà. Le troisième volet, et dernier volet, c'est donc la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, le E pour République RE. De toutes ces lois, en gros, que faut-il retenir? On ne va pas faire évidemment la totalité du déroulé de ces lois. Pour ceux qui ont suivi ça au fil des jours, je peux vous assurer qu'il y a de quoi prendre quelques boîtes de Doliprane. Ces lois, qu'en reste-t-il?
que devons-nous bien intégrer? Tout d'abord, la réduction du nombre de régions. Je le relis, vous les avez derrière. Nous passons donc à 13 régions, avec pour la plupart d'entre elles un agrandissement géographique et surtout un important agrandissement démographique, bien entendu. La suppression de la clause, dont on en parlera tout à l'heure, de compétences générales pour les régions et les départements. Jusque-là, un certain nombre de collectivités avaient, en un mot, la possibilité de s'occuper de tout et n'importe quoi. Dans la loi, ce serait supprimé pour les régions et les départements. On va voir comment cela va s'appliquer. En tout cas, nous appliquerons, nous, un certain nombre de choses dans les régions que nous allons prendre. On observera ce que feront les autres. Les régions auront compétence sur un certain nombre de points qui vous intéressent dans votre vie de citoyen, sur le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées, c'était déjà le cas, les transports interurbains par car, les TER, les transports scolaires. Là, et ça y est, on est dedans, c'est là où on voit les incohérences du gouvernement et notamment du Parti socialiste. On donne la possibilité aux régions de s'occuper des transports scolaires, mais dans la ligne suivante, on dit exactement que cette compétence pourra être déléguée au département qui en fait l'exerce déjà. C'est une grande nouveauté, donc on l'attribue aux régions, mais les régions vont pouvoir la laisser au département. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant et tout à fait novateur. Les régions pourront, si elles le souhaitent, alors là vous êtes assis et ça tombe bien, coordonner les organismes qui s'occupent de l'emploi, paraît-il. Mais ils pourront coordonner, sauf Pôle emploi. Pôle emploi, les régions n'auront pas de prérogative dessus, restera sous la direction de l'État. Donc allez coordonner pour essayer de faire avancer des problématiques sur l'emploi sans pouvoir agir avec Pôle emploi, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Les départements conservent la région des collèges et l'action sociale, bien entendu, qui est pour ceux qui sont conseillers départementaux, c'est effectivement, on va dire, le cœur principal de l'action des départements. Les intercommunalités, parce que nous aimons beaucoup au Front National, gèrent la collecte et le traitement des déchets. Après les élections, il va y avoir du boulot. La promotion touristique, les aires d'accueil des gens du voyage, et avec les touristes que nous voyons arriver ces derniers temps aussi, il va y avoir du travail. Et à terme, l'eau et l'assainissement. Les régions et départements se partagent des compétences en matière de culture, sport, tourisme, langue régionale. Important, les langues régionales. Et puis, là encore, la taille minimale des intercommunalités passe de 5 000 à 15 000 habitants. Ils ont négocié pour que ce ne soit pas 20 000. 5 000 de plus ou de moins, je ne sais pas ce que ça a changé vraiment. Voici donc, de manière schématique, de manière relativement synthétique, quels sont les points essentiels donc, de cette prétendue réforme censée améliorer l'organisation territoriale du pays, amener le bonheur universel aux Français, et on va développer un petit peu avec nos amis, un petit peu par le biais de questions, bien sûr, et savoir ce qu'ils en pensent sur certains points. En tout cas, juste par rapport à ces compétences que je viens de faire le tour avec vous, il n'y a pas eu et il n'y aura pas, bien entendu, de clarification totale des compétences. Bien sûr, puisque la volonté est tout à fait inverse de continuer à avoir des politiques plus ou moins nébuleuses pour pouvoir y mettre et dépenser l'argent comme on veut. Pas plus non plus que les chevauchements de compétences entre collectivités, de compétences et de financement ne sont supprimés. L'exemple que je viens de vous donner des compétences, on va prendre le tourisme entre les régions et les départements, c'est l'exemple type. Il aurait été si simple de dire le tourisme, c'est soit le département, soit les régions, que l'on reste effectivement dans un flou artistique. Et puis les compétences dont on a parlé, d'emploi et de transport, sont une véritable hérésie, c'est se moquer de nous. Voilà, en gros un petit peu, quelle est la photographie aujourd'hui, on pourrait développer beaucoup plus, mais enfin il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à ça. Alors si vous me permettez, je voudrais poser, puisque nous sommes tous des acteurs, si je puis dire, du
monde politique, et nous avons bénéficié, en tout cas, pour un certain nombre d'entre nous, de l'onction du peuple. Et nous sommes particulièrement intéressés, tous à nos niveaux, à ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent, notamment pour défendre les Français. Bertrand Dutheil de la Rochère, qui a œuvré dans un certain nombre de cabinets ministériels et dans les couloirs auprès de ministres, pas forcément dans les Front National, pas encore, ça viendra. Bertrand, les régions donc, semblent être les grands bénéficiaires de la réforme territoriale imposée par le gouvernement PS. Pensez-vous que le renforcement, on vient d'évoquer, des compétences des régions, le renforcement des régions, permettra donc à l'État d'avoir une action plus efficace et mieux soutenue par ses collectivités, puisque quand on réforme, en général, c'est pour que ça soit plus mal, pas plus mal, mais mieux quand même. Et pensez-vous que cet objectif pourra être atteint avec ces nouvelles dispositions législatives? Je crois évidemment que ça va être exactement le contraire, parce que le principal n'a pas été abordé par ces réformes. Le principal, c'est que dans les collectivités locales, et notamment dans les conseils régionaux, il y a confusion des pouvoirs entre l'exécutif et le délibératif. C'est-à-dire que le président du conseil régional et ses vice-présidents ont tous les pouvoirs. Ce qui évidemment entraîne des problèmes de gabegie, ce qui entraîne évidemment des problèmes de corruption. Mais le deuxième problème, qui n'a pas été abordé par la réforme régionale, c'est la concurrence entre les régions. Ça sera le moins-disant fiscal, ça sera celui qui promettra les subventions les plus importantes à une société multinationale pour qu'elle vienne s'implanter avec les garanties que l'on connaît, c'est-à-dire aucune ou à peu près, dans la région. Si nous voulons que les régions participent effectivement à un État stratège, il faudrait, dans un premier temps, restaurer ce que le général de Gaulle appelait une ardente obligation, c'est-à-dire un plan glissant national, qui est une étude généralisée de marché et qui permet, en gros, à 5 ans, à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à tous les acteurs économiques, d'avoir à peu près un horizon. Voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est avoir un véritable aménagement du territoire, c'est-à-dire un organisme qui répartit. N'oublions pas que la France est le pays qui a la plus grande superficie de tous les pays de l'Union européenne, et si j'enlève la Russie et l'Ukraine, aussi de tout le continent européen. On a donc un problème d'aménagement du territoire qui n'est pas traité. Il y a une loi qu'il faudrait prendre, évidemment, qui est indispensable, je ne vais pas m'y étendre, puisqu'on en a déjà parlé, c'est la loi Acheter français. Il faut que toutes les collectivités publiques soient obligées d'acheter d'abord français, et puis ensuite... Sauf évidemment quand le produit n'existe pas en France. Mais c'est à elles de prouver que le produit dont elles ont besoin n'existe pas, n'est pas fabriqué en France. Et je dis bien fabriqué en France. Et pas seulement par une entreprise française qui serait fabriquée je ne sais où dans le monde. Enfin, il faut, j'allais dire, restaurer ce qui a permis à la France de se développer, notamment dans les années 60, 70, voire 80, c'est-à-dire la collaboration entre le pouvoir politique et le pouvoir technique. Ça n'a pas été seulement en France. À quoi sert, par exemple, la NASA aux États-Unis? À quoi sert le budget de la défense aux États-Unis, sinon à entraîner l'économie américaine? Eh bien, il faut que cette collaboration existe aujourd'hui entre les industriels français, les budgets de l'État, les grandes entreprises publiques. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'armée française aille acheter des jeeps aux États-Unis, alors que nous pourrions parfaitement les fabriquer. Donc il faut rétablir cette coopération qui a fait les grands projets français. Je pense à l'hydroélectricité ou au programme nucléaire pour EDF. Et je pense aussi au métro pour la RATP et je pense enfin évidemment au TGV.
Ça n'exclut pas, juste 10 secondes, ça n'exclut pas évidemment les coopérations intergouvernementales. Je pense à Airbus, je pense à Ariane, et bien évidemment, ça exclut la communauté européenne qui s'est plutôt opposée à Airbus. Merci Bertrand. Mon cher Julien, vous êtes donc maire de cette belle commune de Beaucaire, et en plus, vous siégez donc, au conseil régional de votre région. Vous êtes donc un véritable acteur du service public de proximité. Pensez-vous aussi, puisque vous êtes penché sur la question de cette réforme, pensez-vous que cela peut améliorer les services de proximité à la population, puisque quand on est maire, c'est, n'est-ce pas, l'axe principal de l'action de l'élu local. Écoutez, je ne pense pas en l'état actuel des choses, parce qu'on a vu que cette réforme a été très mal préparée, comme tout ce qui est fait par le Parti Socialiste, qui a décidé du redécoupage des régions dans un bureau un dimanche soir. Ça a été annoncé sur BFM TV un peu en catastrophe et de manière impréparée, totalement impréparée. Donc c'est un petit peu la méthode de travail du gouvernement actuel qui pond des réformes un peu à l'emporte-pièce et qui ne voit pas vraiment l'intérêt général. Il y a une simplification à aborder. Le Front National le dit, il y a trop d'échelons administratifs en France, il y a un millefeuille beaucoup trop important. Nous croyons, majoritairement, et c'est ce que Marine Le Pen défendra, aux communes, aux départements et à l'État-nation. Actuellement, il y a en plus les intercommunalités et les régions. Je crois que pour répondre à votre question, il y a d'abord les prérogatives des régions, mais il y a aussi ceux qui les administrent. Je crois beaucoup en les personnes qui incarnent un mandat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui incarnent le mandat régional aujourd'hui le font mal. Donc pour changer les choses, il faut évidemment des élus du Front National. Ça, c'est le préalable. Steve Briouat en parlait tout à l'heure. Il y avait effectivement le respect de la parole donnée, le respect des engagements. C'est ce qu'ont fait les élus dans les villes que nous avons gagnées. Baisse des impôts, démocratie de proximité, hausse des moyens de la police, chasse au gaspillage, au clientélisme. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas faites à l'échelon régional. La chasse au gaspillage et au clientélisme, on l'a vu notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Madame Andrieux et d'autres qui ont été inquiétés par la justice. Aujourd'hui, 76% des électeurs des villes Front National jugent leur maire compétent, 72% jugent que l'argent des contribuables est bien utilisé, 82% que leurs maires ont de l'autorité, 81% qu'ils sont dynamiques, 78% qu'ils sont honnêtes, et nous gérons effectivement en bon père de famille. Alors pour rendre nos régions performantes, il faut d'abord de bons élus, des élus sincères, avec des convictions, et ça je sais qu'on le trouvera avec les candidats présentés par le Front National, puisque nous faisons bien attention aux personnes que nous investissons lors de ces élections régionales. Pas de clientélisme, le courage de prendre des mesures parfois difficiles, et puis je vous donne un dernier exemple pour terminer la réponse à cette question. Il ne faut pas non plus de sectarisme. Des présidents de région Front National ne regarderont pas l'étiquette politique des communes qu'ils aideront, ni l'étiquette politique des départements qu'ils aideront. Or, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un clientélisme et un sectarisme. Il y a quelques jours, dans ma ville de Beaucaire, et je crois qu'elle est d'ailleurs venue au Pontet aussi, on avait la visite de Madame Diméo. Madame Diméo, c'est une élue du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et elle est venue dire tout le mal qu'elle pensait des mesures que nous prenions au Pontet ou à Beaucaire. Et voilà, elle se déplace sur commande dès qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Alors elle est venue défendre par exemple, c'est extraordinaire, des commerçants qui créent des nuisances dans les rues. Nous avons eu une pétition dans ma ville qui a eu plus de 2300 signatures d'habitants de Beaucaire, sur 10 000 électeurs inscrits, c'est considérable. Eh bien non, elle vient défendre ceux qui créent la nuisance et qui embêtent le monde. Peut-être que si un jour on a comme à Amsterdam des prostituées en vitrine avec des lumières rouges, elle viendra les défendre si je demande à ce qu'elles ne soient plus dans des vitrines avec des lumières rouges. Voilà ce que font aujourd'hui ces élus. Et voilà ce que font ces élus du Parti Socialiste. Et j'ai d'ailleurs interpellé Madame Diméo, puisque Madame Diméo est vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle aurait pu profiter de sa visite pour venir visiter la piscine intercommunale de Beaucaire-Tarascon. Nous avons demandé un financement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle m'a répondu que ça ne m'intéressait pas. Voilà, l'exercice de leur mandat ne les intéresse pas. Par contre,
sommet de la gestion des villes Front National, c'est beaucoup plus intéressant. Pour ça, ils ont du temps et voilà, surtout, ça mène les médias. Merci Julien. Un tout petit mot justement sur les, si tu permets d'ajouter, pour l'histoire des problématiques de services de proximité. Il faut savoir que l'éloignement des centres de décision, puisque ça va être le cas dans les nouvelles grandes régions, eh bien c'est une règle générale dans l'action publique. Plus on éloigne les centres de décision des zones géographiques où il y a des problèmes à résoudre, moins ça marche. C'est ce qu'ils ont fait en agrandissant géographiquement l'âge. Joris Ebrard, maire du comté et conseiller, j'allais dire général, on va s'habituer au conseiller départemental, brillamment élu, superbement élu. Notre pays, tout le monde le sait, traverse une période particulièrement difficile. Est-ce que vous pensez que la réforme territoriale permet de réduire permettre de réduire le poids pléthorique des élus, le financement, les dépenses, et aussi est-ce que cette réforme pourra entraîner une économie considérable? Ça semble compliqué, mais bon, j'ai pas été élu tout seul, donc je tiens à saluer ma binôme aussi, Danielle Brun. Je sais pas si elle est là. Donc, effectivement, notre pays comporte un grand nombre d'élus locaux. Ils sont, il y a aussi de plus en plus d'élus Front National, ce qui est une bonne chose, mais les dépenses liées aux collectivités territoriales ne cessent d'augmenter, donc il serait bien vu de les réduire. Donc cet état de fait, je pense, ne peut pas justifier le fait qu'on ait une réforme aussi bâclée que la loi NOTRe, vous l'avez déjà dit. Donc cette réforme avait été menée au pas de charge par un exécutif qui cherchait vraisemblablement à éloigner les citoyens des vrais débats, comme par exemple sur la hausse vertigineuse du nombre de chômeurs et la crise migratoire qui s'accentue de jour en jour. Donc ils ont instrumentalisé le poids des régions, pourtant jusqu'à présent ils s'en accommodaient bien. Donc la nouvelle carte des régions, elle comporte aucune logique identitaire. Elle vise principalement, à notre avis, à atténuer la débâcle qui attend le Parti Socialiste au mois de décembre. Et surtout, la loi NOTRe est un exemple frappant de l'hyperpuissance de l'Union européenne de Bruxelles quant à sa politique vis-à-vis de ses États membres. Donc la nouvelle géographie des régions, elle nous rappelle la géographie surtout des élections européennes, avec un découpage caractéristique en euro-régions. Donc ce sont des régions qui sont, on peut le voir sur la carte, qui sont vidées de leur identité et dont le seul objectif est certainement d'amoindrir ou de détruire les identités locales et l'identité française au service donc, de l'Union européenne. Donc en fait, si l'État souhaite réellement faire des économies, je pense qu'il doit regarder vraiment dans les deniers qu'il dépense, notamment le soutien à certaines associations, groupements d'associations qui sont intégrés aux différents dispositifs politiques qu'ils mettent en œuvre. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup d'aides qui sont accordées à des associations qui sont soit communautaristes, soit bien droit de l'hommiste, on va dire. Donc là, je pense qu'il y a des économies à faire, mais je ne pense pas, pour finir là-dessus, je ne pense pas que les effets escomptés soient au rendez-vous. Merci bien. Nous passons à la même chose, bien évidemment. On va accélérer un petit peu le débit, parce qu'on pourrait passer la journée pour vous parler de ces phénomènes. Eric Richard-Moz, les régions gèrent les lycées et vont conserver la gestion des lycées, la formation professionnelle. Dans quelle mesure pensez-vous que nous pourrions infléchir donc, les décisions du gouvernement à partir justement du levier régional que j'espère nous allons détenir dans un certain nombre de régions à partir de 2017, notamment en matière d'éducation et d'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure, mais
encore concernés par les études, vous devez être très sensibilisés, bien sûr, sur ces problèmes de formation professionnelle et en matière d'éducation. Absolument. Bon, déjà, je ne vous apprends rien en vous disant qu'en matière d'éducation, d'enseignement et de formation professionnelle, c'est quand même l'État qui définit le fond et qui définit la façon de faire les choses. Mais les régions, que ce soit pour la formation professionnelle ou les lycées, s'occupent de la partie logistique, opérationnelle et du matériel pour permettre cette formation. Bon, déjà, au niveau de la fusion d'un certain nombre de régions, on peut rappeler que l'éloignement organisé qui provoquera des fusions entre différentes formations, différents centres, proposera de nombreux problèmes d'éloignement. Il faudra aller toujours plus loin. Les jeunes et les étudiants devront aller toujours plus loin de chez leurs parents. Parfois, ils ne pourront même pas y aller. Ils n'auront pas accès à cette même égalité de formation qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire avec une certaine proximité plus proche de chez eux. Mais quand on voit des régions comme Nord-Picardie ou la grande région Aquitaine, etc., et qu'on habite dans le Limousin et qu'on veut aller au sud-ouest, c'est beaucoup plus compliqué. Si on prend l'exemple des centres hospitaliers universitaires, il y a tout un nombre de problèmes qui sont engendrés par les fusions qui sont en cours, du fait qu'il faudra aller toujours plus loin. Je pense notamment aux personnes âgées qui vont aller toujours plus loin pour se faire soigner, ça c'est évident, mais également toutes les formations en matière de santé qui sont associées à ces centres hospitaliers universitaires. Et donc il faudra toujours aller loin. Notre problème principal, c'est que l'idéologie politique de Najat Vallaud-Belkacem et du gouvernement en matière d'éducation et d'enseignement, ça, on ne pourra rien faire, il faut attendre 2017 pour changer de gouvernement. Mais par contre, nous pouvons réfléchir à un certain nombre de choses dans l'organisation, et notamment par rapport au problème d'éloignement et des dépenses. Dans l'accès à l'emploi, nous avons des marges de manœuvre. Par exemple, il y a des dépenses extrêmement importantes faites pour des associations qui sont censées aider à la formation professionnelle, mais qui en réalité sont totalement communautaristes. Si on prend l'exemple en Ile-de-France, le pôle défi métier qui regroupe 363 structures amis de certain nombre de dirigeants et idéologiquement et réellement, organise l'alphabétisation, dépense des sommes folles pour l'alphabétisation de 700 000 personnes, et il y a eu une partie de leur scolarité à l'étranger. Une partie de leur scolarité à l'étranger, c'est peu d'enfants d'expatriés, c'est avant tout les personnes immigrées pour lesquelles les régions doivent prendre en charge, en tout cas on leur demande de prendre en charge, choisissent de prendre en charge cette aide pour ces personnes immigrées qui ne savent pas suffisamment parler français. Ça, c'est une dépense qui n'est pas pertinente et que nous ne voulons pas faire, qui c'est un vrai gâchis. Nous voulons baisser et arrêter ces subventions communautaristes pour se concentrer sur l'essentiel en la matière. Nos objectifs sont sur ces deux politiques. Un, la vraie politique d'emploi diversifié, d'accès à l'emploi diversifié, notamment avec tout un tas d'efforts qui peuvent être mis sur l'apprentissage et les apprentis pour sortir des conséquences que peut avoir fait le collège unique. Et bien évidemment, la sécurisation des établissements scolaires, donc notamment des lycées, qui sont le condition sine qua non pour pouvoir permettre à tous une formation de qualité et un accès à l'emploi par la suite. Merci bien. En complément de ce que vient de dire notre ami Eric, il y a encore deux autres problèmes que vous ignorez peut-être qui vont survenir. Dans cette réforme territoriale qui, bien sûr, nous parler de la délimitation politique des régions, enfin, le côté politique de la chose, des conseils régionaux, mais vous devez être conscient qu'il y a, et c'est sorti en juillet, n'est-ce pas, le dossier de presse qui a été fourni par l'Élysée d'ailleurs, on peut le trouver sur Internet, sur la réforme de l'administration, par l'État dans les territoires, c'est dans les régions. Et donc, avec le danger, bien entendu, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, de la disparition d'un certain nombre de préfectures, ce qui veut dire, en tout cas pour notre région, que les gens qui habitent au sud de la Picardie devront peut-être aller régler leurs problèmes en préfecture à Lille, parce que pour l'instant, rien n'est assuré. Disparition des préfectures. Disparition des rectorats dans les régions qui sont appelés à être dissoutes, aspirés. Et puis également, par exemple, les DRAC, une direction régionale, viendra disparaître. Et s'agissant de la formation, vous ignorez peut-être
que très récemment, la loi maintenant oblige les conseils régionaux, parlant de formation professionnelle, que nos enfants ont parfois beaucoup de mal à trouver, une possibilité, une filière. Nous sommes maintenant tenus de payer la formation des détenus dans les prisons comprises dans nos régions. Nous payons la formation des taulards. Voilà. Bertrand, l'affirmation justement dans la loi du département n'est que temporaire, puisque bien évidemment tout ça n'est pas tombé à l'eau. La levée de bouclier, notamment des élus ruraux très nombreux, a rejeté la disparition du département, qui avait été encensé par François Mitterrand à la Sorbonne. J'avais insisté à son plaidoyer pour les départements, et 3 mois après, il disait qu'il fallait les supprimer. Et ça aussi, c'est de la constance chez les socialistes. Donc cette volonté de faire disparaître les départements est toujours là, puisque dans 4 ans, c'est demain, dans 4 ans, à partir de 2020, les départements pourront faire fusion avec soit les métropoles, ou soit par une fédération, fédération, un mot qu'on aime bien, international, fédération d'intercommunalité. Que pensez-vous de l'utilité réelle du département? Le département, c'est la France. Et si vous me permettez de lire l'article 1er du titre 2 de la Constitution de 1791, je vous le lis: le royaume, je dis bien le royaume, est un et indivisible, son territoire est distribué en 83 départements. Quelle a été la volonté des constituants? Quelle a été la volonté de Mirabeau et de Séliès, deux Provençaux, de diviser la France en départements homogènes, non pas un découpage comme les États américains, ça avait été proposé mais c'était refusé. C'était un territoire divisé de façon homogène. La volonté, c'était que pour aller d'un point du département au chef-lieu, c'était une journée de cheval. Aujourd'hui, c'est 2 heures de voiture. Voilà à peu près. C'est-à-dire qu'on a une collectivité territoriale à taille humaine qui repose sur des critères géographiques. D'ailleurs, les noms des départements découlent de la géographie et donc découlent en fait c'est une division de type écologique. Comme je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais simplement démystifier l'Allemagne et le découpage de l'Allemagne. On parle toujours de la Bavière, 70 000 km². Mais pourquoi ne pas parler du Land de Brême, 400 km²? Pourquoi ne pas parler du Land de Sarre, 2500 km², c'est-à-dire la moitié du département français? Quelle est la différence entre la France et l'Allemagne de ce point de vue? C'est leur histoire. Prenez la Bavière. La Bavière était un royaume qui avait encore, il y a un siècle, son propre corps diplomatique, qui avait encore, il y a un siècle, sa propre armée. En 1914, il y avait 3 corps d'armée bavarois. Et d'ailleurs, la Bavière n'est pas un ordre comme les autres. La Bavière est un État libre qui a même failli avoir son indépendance. Les Américains s'y sont opposés en 1946-1947. Donc on a 2 histoires différentes, et ces 2 histoires se traduisent dans le territoire. Les uns ont des départements, les autres ont des landers, voire des États libres. Merci Bertrand. C'est déjà notre gendarme qui nous fait signe pour le temps, mais on a tellement de choses à vous dire. Joris, que pensez-vous de l'élargissement des compétences aux intercommunalités au détriment des communes, puisque les intercommunalités aujourd'hui sont en train d'aspirer les compétences? Les communes ne seront bientôt plus que dignes que d'échanger des talus pour construire un giratoire ou vendre des pièces détachées de la tondeuse à gazon. Et encore. Parce que oui, d'un point de vue financier surtout, parce que voilà, le gouvernement tente encore de faire des économies, c'est comme ça qu'on nous vend les intercommunalités. Donc hélas, les coûts directs et indirects feront que les maigres économies qui seront faites seront bien insuffisantes au coût de la réforme en fin de compte. Hein. Donc le nombre d'élus n'est pas revu à la baisse parce qu'il y a un échelon supplémentaire qui est créé avec un nouvel exécutif, et puis aussi nous on l'a vu dans notre ville du Pontet, on a eu au moment de la création de la communauté d'agglomération un
délestage, on va dire, des employés communaux vers la communauté d'agglomération, ce qui aurait pu être une bonne chose si seulement derrière on n'avait pas réembauché autant de fonctionnaires, si ce n'est plus. Voilà, donc finalement la commune n'a pas fait d'économie. La nouvelle collectivité créée a en plus pris des cadres importants dans la commune, donc il y a aussi ce côté-là où les compétences fuient vers les intercos, car il y a certainement des choses plus intéressantes pour les carrières, etc. Donc nous, on l'a vécu par exemple au niveau de notre service d'urbanisme, qui est un des plus actifs dans la communauté d'agglomération, que j'ai refusé de transférer pour la bonne et simple raison que ça allait nous coûter plus cher. Et c'était enlever également un service de proximité aux habitants du Pontet qui, déjà qui ne se rendent pas souvent en mairie, si en plus ils ne viennent même pas déposer les permis de construire à la mairie, évidemment, il y a une perte de contact qui est regrettable. Merci Joris. Puisque nous sommes sur la problématique liée aux communes et aux intercommunalités notamment, Julien, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a une véritable incitation de la part du gouvernement socialiste, mais l'UMP, enfin feu l'UMP, est exactement sur le même axe, hein. Là aussi, encore pas de différence, UMP, enfin RPS, RPS, donc effectivement, c'est exactement le même combat. L'incitation au regroupement des communes, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque de changer justement le visage de la spécificité de la France avec ses presque 36 000 communes, son côté rural notamment, en diluant l'identité des communes et de nos territoires? Bien sûr, mais bon, c'est tout ce que fait le Parti Socialiste et, vous le rappeliez effectivement, tout ce que font les Républicains donc également, puisqu'ils font la même politique en la matière depuis des années. On a l'impression qu'ils oublient l'histoire de France. Je crois que Bertrand le rappelait très justement. Nous avons dans notre pays 36 000 communes et ils voudraient petit à petit les gommer, les oublier. Alors ils nous parlent d'économie, mais les communes, c'est ce qui marche le mieux, c'est l'échelon de proximité par excellence. C'est nous, les maires, qui sommes réellement en contact avec les besoins de la population, avec les besoins du quotidien. Et plus, vous le disiez, plus on éloigne les centres de décision des habitants, et plus c'est mal fait. On voit avec les communautés de communes, je suis vice-président d'une communauté de communes, la communauté de communes, ça gère très mal les affaires des Français, car bien souvent, c'est un cumul de mandats supplémentaires qui permet des cumuls d'indemnités, et dans ma communauté de communes, le président de la communauté de communes n'est là que 3 heures par semaine à la communauté de communes. Comment est-ce qu'on peut gérer tout simplement une administration de cette façon-là? Alors, l'histoire de France, ils veulent la gommer, ils veulent aussi enlever tout ce qui rappelle notre histoire, ils veulent aussi, pourquoi pas, enlever le mot saint ou sainte des noms des villages. Je demande à voir ce que ça va donner dans ce cas-là, au nom de la laïcité. Bon, c'est un peu extraordinaire. Alors, je terminerai là-dessus. Je pense qu'il faut au contraire des coopérations entre les communes. Ça, on peut l'entendre. On en parle d'ailleurs entre les régions, on en parle entre les États, faire de la coopération, mais ne pas primer les communes. On sait qu'il y a déjà des communes qui fusionnent parfois de leur plein gré, mais c'est quelques communes par an. Et selon les socialistes, il faudrait tout augmenter, donc augmenter les impôts, les taxes, augmenter le nombre de migrants accueillis. On le voit avec d'ailleurs les maires qui s'expriment dans les médias, mais ils n'interrogent pas les maires du Front National pour nous demander si nous on veut accueillir des migrants. Je pense que la réponse serait différente. Et par contre, avec les communes, on ne le trouvera pas sur ce terrain-là. Le Front National défendra les communes et leur rôle fondamental. Merci Julien. Rien en politique, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque temps, l'UMP, notamment ministre de l'Intérieur à l'époque de Sarkozy, ont obligé toutes les communes de France à faire partie d'une intercommunalité. Ça, c'était la première marche. Et maintenant, on veut obliger à la fusion des communes pour arriver à quoi? À ce que les intercommunalités se transforment en communes. C'est-à-dire en une seule fois, d'un coup de baguette magique, 80 communes, 85 communes faisant partie d'une intercommunalité deviendront une seule et unique commune. Vous avez compris quel est le processus qui est mis en place insidieusement au prétexte d'économie, ça marche toujours, au prétexte également de la mutualisation des services et toujours bien sûr au point de vue des économies. Tout
tout ça, c'est le grand plan de transformation de notre pays. Et puis, allez, disons-le, pourquoi on voudrait bien supprimer les villages ruraux? Même avec la ruralité, vote à plus de 60% pour Marine Le Pen, ça ne peut plus aller non plus. Justement, cette réforme ne supprime pas pour les régions certains dispositifs bien éloignés des préoccupations quotidiennes des Français et des difficultés d'ailleurs. Par exemple, les fonds régionaux d'art contemporain, c'est la fenêtre ouverte avec l'argent qui sort par les fenêtres, mais aussi, par exemple, la prétendue coopération internationale que tous les élus régionaux connaissent bien. Nous allons expliquer à des pays africains qui n'ont certainement pas besoin de nous la mise en place de la décentralisation, par exemple, au Bénin, c'est le cas en Picardie, alors que nous ne sommes pas fichus, il a fallu les forceps, les suer sang et eau pour cette réforme territoriale. Qu'est-ce que vous en pensez, Nick? Les régions majoritairement gérées par la gauche se sont vraiment rendues coupables de nombreuses gabegies en matière de coopération internationale. Il y a eu des millions d'euros qui ont été dépensés dans des dépenses parfois que vous ne connaissez pas et très souvent qui sont d'une inutilité majeure. Dépenser des frais de représentation de la maison de la région PACA ou de la région Lorraine dans des pays, notamment des pays africains ou asiatiques, qu'est-ce qu'ils s'en fichent de savoir ce que fait la région Poitou-Charentes au Burkina Faso? C'est absolument inutile. Des voyages pour les élus régionaux qui peuvent coûter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Cet argent, il est pris dans la poche du contribuable français, dans vos poches, et cette coopération internationale devrait normalement être réservée à l'État, puisque par définition internationale, c'est entre nations et pas entre Poitou-Charentes et le Bénin. Cette gabegie est inacceptable et les régions Front National entendent bien appliquer cette coopération nationale avec beaucoup moins de zèle, notamment d'utilisation financière. Merci Eric. Pardonnez tous de l'avoir un petit peu bousculé, mais je suis moi-même par Sandrine Leroy. Vous l'avez bien compris, pour conclure cet échange, les bénéficiaires de cette réforme seront bien entendu les métropoles, les intercommunalités et surtout l'Europe de Bruxelles. Et les victimes, eh bien, comme d'habitude, ce seront les politiques de proximité, ce seront les services publics rendus à nos concitoyens, ce seront les petites communes rurales et bien sûr aussi ce seront les contribuables. Alors, à nous de renverser cet état de fait, cette lancée néfaste pour le pays, mais aussi pour les Français. À nous de gagner les prochaines élections régionales et à nous d'amener Marine Le Pen à l'Élysée en 2017.